La filiation, c'est le lien qui unit un enfant à ses parents. Il en découle de nombreux rapports de droit. Identifier les personnes à l'égard desquelles la filiation sera établie est donc primordial. Cependant, pendant longtemps, cette question ne posait pas de difficultés particulières. Deux adages latins suffisaient à résoudre la quasi-totalité des cas. Le premier adage, mater semper certa est. La mère est toujours certaine. Il s'agit en effet de la femme qui a donné naissance à l'enfant. Le second adage, pater is est quem nuptiae demonstrant. Le père est celui désigné par le mariage. Il s'agit de l'époux de la mère. Cet état du droit correspond à une certaine société, celle où règne de façon quasi-hégémonique la famille dite nucléaire, composée d'un homme et d'une femme ayant ensemble un ou plusieurs enfants. L'hégémonie de ce modèle est aujourd'hui remise en cause. L'évolution des mœurs et des technologies d'aide médicale à la procréation ont conduit à l'augmentation du nombre de familles reposant sur un autre modèle. Ainsi des familles recomposées, monoparentales, homoparentales, etc. Une pratique retiendra ici particulièrement notre attention. C'est la gestation pour autrui, ou GPA. Celle-ci repose sur une convention, par laquelle une femme, la mère porteuse, s'engage à porter un enfant pour l'abandonner à la naissance. L'autre partie à la convention, le ou les parents d'intention, reconnaissent ensuite l'enfant. Ainsi, la filiation n'est établie qu'à l'égard des parents d'intention. Cette pratique interroge le juriste. Sa possibilité technique doit-elle justifier sa légalisation ? Retraçons ensemble l'histoire de la confrontation du système juridique français avec la pratique de la GPA avant de tenter d'en tirer des conséquences sur l'évolution de notre droit. C'est d'abord la justice qui a été confrontée à la reconnaissance des effets d'une convention de GPA en France. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 31 mai 1991, que la GPA, même à titre gratuite, contrevenant tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'état des personnes. Ce principe d'indisponibilité du corps humain place le corps humain en dehors du champ contractuel. Ainsi, nonobstant le consentement de la personne concernée, cette dernière ne peut valablement conclure une convention ayant pour objet son corps, ses éléments ou ses produits. Cette sacralisation du corps humain témoigne de l'aspect dogmatique du droit nécessaire à l'intériorisation des interdits fondamentaux dans une société. En effet, pour qu'il y ait une liberté contractuelle reposant sur l'autonomie de la volonté, sans que le système ne dégénère dans une société où le plus fort peut forcer le consentement du plus faible, il faut que soient établis des interdits sacrés, un ordre public, qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut de l'hétéronomie. À cet égard, le professeur Alain Supiot a énoncé, et je le cite, que l'ajustement horizontal des intérêts particuliers dépend de la stabilité verticale de la chose publique. Il faut que cette chose publique tienne debout pour que les rapports entre particuliers obéissent à un régime de droit et non à la loi du plus fort. C'est cet assujettissement du privé au public qui donne à la structure juridique son intelligibilité et sa solidité. Le législateur est intervenu à l'occasion de la loi du 29 juillet 1994, dite loi bioéthique, pour codifier la solution retenue par la Cour de cassation à l'article 16-7 du Code civil. Cet article dispose que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Ce dispositif est complété d'un volet pénal, codifié aux articles L227-12 et suivants du Code pénal. Je précise que ces incriminations ne sont pas condamnables en France si la convention de GPA a été exécutée à l'étranger. Voilà précisément ce qu'ont fait les couples désirant recourir à la GPA. Ils se sont rendus dans des pays autorisant cette pratique. Puis, ayant obtenu un état civil établissant leur lien de filiation avec l'enfant, ils ont demandé sa transcription à l'état civil français. Cette transcription est en effet possible, selon l'article 47 du Code civil, dès lors que l'acte étranger est conforme au droit du pays en question,
et sauf si cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. L'établissement des actes d'état civil relève des officiers de l'état civil, qui exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République, d'après l'article 34-1 du Code civil. Dans 3 décisions du 6 avril 2011, publiées au Bulletin, la Cour de cassation a eu à trancher des espèces où une GPA avait été réalisée à l'étranger. Les parents avaient demandé la transcription de l'état civil étranger, en l'espèce californien, en France. Mais le procureur a agi en annulation de cette transcription. Dans ces arrêts, la Cour a décidé que l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, c'est l'expression utilisée par la Cour, empêche de faire produire à une convention de GPA exécutée à l'étranger ses effets en France. Il précise que cela ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, ni à son droit au respect de sa vie privée, pour 2 raisons. D'une part, car les enfants vivent en France, normalement, avec leurs parents d'intention. D'autre part, car ils ne sont pas privés de leur état civil étranger. En effet, la transcription ne fait que faciliter la preuve de l'état civil, et donc de la filiation, auprès des administrations. Voilà une première tentative de conciliation des intérêts en jeu. Compliquer la vie des parents d'intention constitue une sorte de sanction qui, a priori, n'affecte pas l'existence d'enfants déjà nés et qui ne sont pas responsables du choix de leurs parents de procéder à une GPA. Mais l'évolution du droit ne s'est pas arrêtée ici. C'est à l'occasion de 2 décisions du 26 juin 2014, Ménesson contre France, que la Cour européenne des droits de l'homme conclut à la violation du droit au respect de la vie privée et familiale des enfants nés d'une GPA. Si la Cour reconnaît aux États une large marge d'appréciation sur la question de la GPA, elle ajoute que cette marge doit être réduite s'agissant d'une question portant sur la filiation. Les enfants se trouveraient en effet, selon l'expression de la Cour, dans une troublante incertitude pour 2 raisons. D'abord, car le droit positif français empêche les enfants issus d'une GPA à l'étranger de se voir reconnaître la nationalité française. Ensuite, car ces enfants sont privés de droits légaux dans la succession de leurs parents. Ces questions prennent de l'ampleur, selon la Cour, lorsque l'un des parents d'intention est également parent biologique. En effet, en l'espèce, le père d'intention avait fourni ses gamètes dans le cadre de la GPA. Il était donc le père biologique de l'enfant. Le refus de reconnaître la filiation entre l'enfant et son père biologique, en raison des difficultés exposées ci-avant, a donc conduit la Cour à condamner la France. Par 2 arrêts de chambre plénière du 3 juillet 2015, la Cour de cassation a tiré les conséquences de ces décisions. En effet, elle a autorisé la transcription à l'état civil français de l'acte étranger en ce qu'il mentionnait le père biologique de l'enfant. Cependant, la Cour de cassation continuait à refuser la transcription en ce qu'elle concernait la mère d'intention. C'est notamment le cas dans 2 arrêts de la première chambre civile du 5 juillet 2017. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 5 octobre 2018, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation saisit la Cour européenne des droits de l'homme d'une demande d'avis consultatif. Cette demande concerne la transcription de l'état civil étranger en ce qu'il mentionne le nom de la mère d'intention. L'avis a été rendu le 10 avril 2019. La Cour y a estimé que le droit à la vie privée de l'enfant impose la reconnaissance du lien de filiation entre la mère d'intention et l'enfant. Cependant, cette reconnaissance ne doit pas nécessairement passer par la transcription de l'état civil étranger. L'État jouit d'une marge d'appréciation quant au mode de reconnaissance de cette filiation. Toutefois, la liberté de l'État à cet égard n'est pas totale. Il faut que le lien de filiation soit reconnu au plus tard lorsqu'il s'est concrétisé, c'est-à-dire lorsque les liens entre la mère d'intention et l'enfant se sont cristallisés. Cette décision est notamment justifiée par la nécessité de ne pas porter préjudice à l'enfant. La primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant suppose 2 choses. D'abord, que l'enfant puisse identifier en droit les personnes qui ont la responsabilité de l'élever, de satisfaire à ses besoins et d'assurer son bien-être. En effet, les parents ont une obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants. Or, si la filiation n'est pas reconnue à l'égard de la mère d'intention,
celle-ci ne pourra pas être contrainte à verser à l'enfant une pension alimentaire, par exemple. Ensuite, il faut que cet enfant puisse vivre et évoluer dans un environnement stable. Or, le décès du père pourrait fragiliser le maintien de la relation avec la mère d'intention. L'avis de la Cour est donc transmis à l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, qui a décidé de permettre la transcription de l'état civil étranger. Le cas d'espèce était particulier. La demande de transcription de l'état civil étranger datait de 19 ans. Autrement dit, en l'espèce, les jumelles nées d'une GPA à l'étranger étaient majeures au moment où la Cour a rendu cette décision. La Cour a donc estimé qu'une alternative à cette transcription, l'adoption par exemple, ne permettait pas d'établir la filiation avec la célérité exigée par le droit à la vie privée des enfants. Suite à cette décision, le législateur est intervenu à 2 niveaux. D'abord, par la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021, qui modifie l'article 47 du Code civil. Pour rappel, c'est cet article 47 qui permet la transcription en France d'un état civil étranger. Pour cela, l'acte en question doit être conforme au droit étranger et ne pas comporter d'irrégularité, de falsification ou de faits qui ne correspondent pas à la réalité. La loi bioéthique précise que cette réalité est appréciée au regard de la loi française. En effet, auparavant, les juges appréciaient la réalité de l'acte au regard de la loi étrangère, ce qui permettait de transcrire un acte de naissance mentionnant le père biologique et la mère d'intention. Or, au sens du droit français, la réalité de l'acte de naissance s'entend de la réalité de l'accouchement. C'est notamment le sens d'un arrêt de première chambre civile du 5 juillet 2017. Autrement dit, seule la mère ayant accouché de l'enfant peut y être mentionnée. Dès lors, le nouvel article 47 du Code civil empêche la transcription de l'état civil étranger qui fait suite à une GPA. En réalité, le gouvernement français a souhaité fermer la porte de la transcription automatique de l'état civil pour faciliter celle de l'adoption. C'est ce qui a été fait par la loi du 21 février 2022 relative à l'adoption. Celle-ci a en effet assoupli les conditions d'ouverture à l'adoption posées par les articles 343 et suivants du Code civil. Ainsi, et notamment de l'ouverture de l'adoption aux couples non mariés. Peuvent en effet désormais adopter les couples pacsés ou concubins. L'idée ici, selon les mots du garde des Sceaux lors des débats parlementaires, est de faciliter l'adoption afin de répondre à la condition de célérité posée par la Cour européenne des droits de l'homme, tout en permettant le contrôle d'un juge. En effet, l'intervention d'un juge est obligatoire en matière d'adoption. Ce contrôle pourra porter notamment sur la réalité du consentement de la mère biologique, l'existence d'une convention de gestation pour autrui, l'absence de trafic international d'enfants, l'absence de contournement des règles de l'adoption internationale. Voilà un nouvel équilibre entre la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et le refus de normaliser la GPA. On cherche ici à permettre la reconnaissance de la filiation tout en assurant l'intervention rapide d'un juge. On pourrait croire qu'il s'agit là d'une question de société qu'il appartiendrait au souverain de trancher. Pourtant, je crois qu'il y a là un enjeu autrement plus important. Lors des débats parlementaires, diverses opinions ont été partagées. Certains parlementaires se plaçaient sur une ligne dure. Dura lex, sed lex, dit l'adage latin. La loi est dure, mais c'est la loi. Et seule l'application stricte de la loi pourrait avoir pour effet de dissuader des parents d'avoir recours à une telle pratique. L'intérêt de l'enfant étant relégué ici au second plan. Cela n'est clairement pas souhaitable. D'autres parlementaires souhaitaient la transcription automatique de l'état civil étranger mentionnant la mère d'intention. Cela reviendrait à légaliser de facto la GPA tant qu'elle est exécutée à l'étranger. Or, on sait qu'il existe déjà un marché de la GPA à l'échelle du globe. Des entreprises servant d'intermédiaires entre des femmes en détresse financière, généralement dans des pays pauvres, avec des couples généralement aisés à la recherche d'une mère porteuse. Voilà un exemple concret de ce qu'il se produit lorsque l'hétéronomie recule. C'est la loi du plus fort. Il convient donc ici de saluer l'action du gouvernement qui a empêché le développement d'un marché dérégulé de la GPA sur le territoire français en privilégiant l'adoption, contrôlée par un juge, à la transcription automatique de l'état civil français.